Bonsoir à tous. Alors à tous ceux qui sont déjà venus, eh ben, vous connaissez bien le système depuis notre premier book club en date du 26 mars. On est au troisième aujourd'hui. Puis pour ceux qui viennent pour la première fois nous écouter, eh ben, bienvenue à vous. On va discuter pendant 45 minutes à peu près avec Mickaël sur le livre qui est affiché à l'écran, donc Toyota, un modèle de gestion de crise. Et puis vous avez la possibilité par la fonction converser que vous trouverez normalement en bas de votre écran de poser des questions euh, à tout moment. Je les prendrai au fur et à mesure et je les poserai plus ou moins de manière pertinente suivant le moment où je les vois, la question, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous raconter, enfin, à nous poser les questions ou à commenter quelque chose sur lequel nous sommes en train d'échanger. Donc, ce book club, je le rappelle, il est né du confinement dans lequel nous sommes tous trouvés en voilà, mi-mars. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à alimenter la communauté Lean, tous ceux qui pratiquent le Lean, tous ceux qui ont envie de faire du Lean ou voilà, d'apprendre du Lean. Et on a l'ILF, on a monté plusieurs types d'événements que vous pouvez suivre donc depuis en gros le 22 mars à peu près, qui sont les webinaires avec des leaders lean, d'une part, souvent le mardi ou le vendredi, et puis ce book club avec Mickaël le jeudi soir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à chaque fois. C'est un plaisir pour nous de partager ces moments et puis de partager autour du lean avec vous. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit voilà, le chapeau, ça a permis sans doute au dernier d'arriver. Donc ce soir, nous allons parler de Toyota, un modèle de gestion de crise. Et là, je vais arrêter de partager mon écran et nous allons revenir en plein écran. Voilà. Alors, c'est un livre que moi, je n'avais jamais lu. Et je te remercie, Mickaël, de me l'avoir, enfin voilà, quand on a discuté, qu'on a cherché les livres, de l'avoir Ah, suggéré. il est bien, non? Ouais, j'ai Il est trouvé vraiment bien. ça Ouais, ouais. passionnant à lire. Un autre genre des deux autres qu'on a fait précédemment. Donc, le livre, le premier, c'était le livre de Dan Jones et le suivant, celui de Taishi Ono. Là, on est vraiment comme dans une sorte de roman industriel de Oh, tu une sais que histoire. ce livre a une histoire bizarre parce que donc Toyota a vécu ces énormes crises. Jeff Licker a fait tout ce travail pour l'écrire. Mhm. Moi, j'ai vu le manuscrit au moment où il écrivait. Je dit, mais c'est absolument génial. Donc, j'ai convaincu Julie, qui était chez personne à l'époque, qu'il fallait absolument le traduire. Et, et en fait, la gestion de crise chez Toyota s'est passée tellement vite que le temps qu'il nous a fallu pour sortir les livres, tout le monde avait complètement oublié qu'il y avait une crise chez Toyota. Bon, donc en fait, tu réponds déjà à la fin, qui est comment s'est résolue cette crise. Ah oui, Elle oui, s'est ouais, résolue. en fait, non, non, ça a été terrible. Enfin, on se souvient, ça a été terrible. Mais enfin, ce qui était marrant, c'est que je me souviens de quand le livre est sorti, on a, alors, il est bien, hein, enfin, c'est vraiment un livre intéressant, mais on a été très déçus par sa réception. Et c'est juste parce que le sujet était passé, quoi. Ouais, c'est ça. Alors peut-être que le sujet de la crise maintenant, puisque nous sommes voilà, en plein dedans, alors c'est pas une crise spécifique pour Toyota, mais c'est une crise mondiale, peut du coup en tout cas faire écho avec ce qu'on vit et peut-être qu'on va essayer voilà, de montrer au travers de notre discussion. Juste donc Jeff Licker, un grand spécialiste de Toyota, donc il est à l'université du Michigan et il a écrit, je sais pas, j'ai même pas compté, 15 livres sur Toyota, avec le premier en 2004, le Toyota Way, et depuis, voilà, il est vraiment ouais, il a écrit sur Ah les bah, aspects. c'est des classiques et Ouais. surtout il a beaucoup il a beaucoup de contacts à l'intérieur, donc en fait il sait raconter les histoires Ouais. telles qu'on les lui a racontées. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il raconte l'histoire et il cite pas mal d'entretiens qu'il a eu avec des gens de Toyota. Et c'est ça qu'on va retrouver tout au fil du livre. Euh, Il dit qu'il a écrit parce que quand il a vu tout ce qui se passait sur la crise en 2009, il a été tellement outré et c'était tellement loin de la vision qu'il avait de Toyota qu'il s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire pour montrer que Toyota c'est pas ça. Et du coup j'avais envie de juste te poser une petite question avant qu'on rentre dedans, c'est toi tu te rappelles où tu étais en 2009, comme on se rappellera tous de là où on était en confinement. Donc où étais-tu en 2009 et qu'est-ce que tu as pensé à ce moment de la crise, en tout cas la crise des rappels, comment tu as réagi à ça?
Je me souviens pas du tout de la crise des rappels. Je me souviens de la crise de 2008. Ça, je me Ouais. souviens très bien où j'étais. Je me souviens très bien où j'étais parce que je m'étais posé une question idiote, c'est qu'est-ce qui se passe si ma banque plie? Donc, je me souviens très précisément Une petite question importante quand même. quand le Congrès américain ne passe pas le package d'aide. Ils l'ont passé en fait après, mais la Mm. première fois, je me suis dit, oula, si ça se trouve, ça dévisse complètement. Et donc, je me retrouve dans la rue en train d'aller voir toutes les banques du quartier pour ouvrir un compte, pour séparer l'argent à l'époque, l'entreprise était un peu plus grande que maintenant, et l'argent d'entreprise en deux. Et j'ai passé une journée où c'était impossible d'ouvrir un compte. Alors ça revient au livre précédent sur s'occuper des clients. Ouais. Tout le monde était prêt à me vendre des assurances vie, mais tout ce que je voulais faire, c'était juste ouvrir un compte et mettre de l'argent dessus. Et j'ai fini par réussir au Crédit du Nord, je crois. Mais j'ai passé la journée à ça et j'y arrivais juste pas. C'était très marrant. Sur Alors, sur la crise des rappels, nous, on l'a pas vu de la même façon qu'aux États-Unis. Ça a été on va en parler, ça a été mm, un phénomène très américain. ouais. Et, et je me souviens que Jeff, à l'époque, était très, très remonté. Et on avait eu beaucoup de discussions parce il voulait en parler à quelqu'un et il était très, très remonté Mm, de ce qui était ce qui était en train d'arriver à Toyota. Mais on va en parler, c'est assez, enfin, avec ouais. le recul, c'est assez drôle, en fait. Alors, c'est vrai que son bouquin, là, il est bon, comme un roman, passionnant. On est vraiment ben voilà, avec les acteurs Toyota, mais très centré Amérique. C'est vraiment, d'abord, les premiers chapitres, d'ailleurs, hein, c'est comment Toyota s'est développé en Amérique, comment il a essayé d'abord de vendre avec quelques concessionnaires, puis il s'est allié avec Numi, enfin, il a monté Numi avec General Motors pour pouvoir développer une usine avec un des leaders américains. Enfin voilà, donc il commence vraiment par reciter tout ça. Donc Toyota arrive finalement en 2007 avec quelque chose qui commence à avoir de la gueule un peu en termes d'offres en Amérique, de production. Et puis effectivement, il va être confronté Ça, à la ça a première plus, crise. ça a plus que de la gueule, non? Ils sont pas premiers producteurs ou quelque chose comme Pas ça? tout de suite. Non, ils Alors, sont. tu vas voir, je vais te mettre ça, tu vas voir, je vais te montrer ma petite slide que j'ai faite, où on va voir un peu mieux. Tac, et je vais là, et c'était la suivante, voilà. En 2006, en tout cas, en 2006, Bah, regarde. ils Ah arrivent, ouais, en super. 2007, ils sont premiers producteurs devant GM, Ah effectivement. bah oui, bah c'était pas que ça a de la gueule, c'est Voilà, ils passent GM. Il faut voir le trauma aux États-Unis. oui, qui est quand même voilà, Et- l'acteur majeur. la première fois que j'ai rencontré Jim Womack, on était dans une usine en Turquie. Et je sais pas pourquoi, et au dîner, il m'avait fait une espèce de droite en disant GM dépose le bilan là. Carrément. Et c'était 2010. Et alors je sais pas, on était en 95, quelque chose comme ça, quoi. Et je me suis souvenu à ce moment-là parce que dire, comment est-ce que... donc effectivement 2007 aux États-Unis c'était un drame national, hein. Alors, en tout cas, avant la crise, donc Toyota devient déjà premier producteur. Et on voit là, je vous ai mis en rouge et encadré en rouge déjà. Alors, les deux crises dont parle Jeff Licker dans son livre, celle de 2008 d'une part sur la crise économique et la récession mondiale, et puis celle qui est plus spécifique pour Toyota, qui est la crise de septembre 2009 à septembre 2010, donc la deuxième crise évoquée dans le livre. On voit qu'il y en a quand même une troisième dans la foulée Mmh. qui est en mars 2011, tsunami au Japon, Ouais, ils sont pas ennuyés, mer. ouais, ouais. Globalement, enfin, allez, on a l'impression qu'ils se prennent crise sur crise sur crise. Ah oui, et puis Ça, il y a eu aussi, il y a eu des inondations terribles en Thaïlande. juste après, c'est ça, là, ou à la même époque à peu près. Ouais, 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 par là, je me souviens plus exactement quand. Donc, Et alors, ce qui ouais, c'est apparaît un pas, truc, voilà, c'est pas, en fait, enfin, c'est des crises, mais finalement, est-ce qu'ils n'ont pas l'habitude de toutes ces crises? Et ben, comment ils alors c'est un des points intéressants du livre, mais on le voit pas parce qu'il y a une crise très intéressante qui s'est produite dans la fin des années 90, ou qui a ouais, été très étudiée parce qu'ils ont une usine d'un composant de frein. Il y avait une usine unique, c'était pas double sourcé, qui a brûlé. Et si j'ai bien compris, elle a vraiment brûlé. Il ne restait plus rien. rien.
Et à l'époque, tout le monde disait, bon, Toyota, juste à temps, regardez, ils sont foutus, ils n'ont pas de stock, etc. Et il y a un très bon article dans la Sloan Review, je crois, mais ça a été très étudié à l'époque, parce qu'ils ont remonté de la production de freins de cette pièce de façon extrêmement rapide, ça s'est fait. Ils ont été arrêtés, je crois, moins d'une dizaine de jours, enfin quelque chose d'hallucinant. Et ils ont fait ça avec une gestion de crise très, très étonnante. Et donc, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est étudié, et c'est ce qui apparaît après dans les autres crises, c'est qu'ils ont une pratique de la crise qui n'est pas différente en fait de leur pratique au quotidien. C'est cette culture de la résolution de problèmes fait que quand tu as un gros problème, tu réagis comme quand tu as l'habitude de réagir des problèmes, tu réagis des problèmes. Et ce qui était très surprenant dans cette crise des freins, alors je ne sais pas si c'était le cas dans les suivantes, c'est ils sont pas du tout dans un mode commande et contrôle. Ils sont dans un mode vraiment de coordination et de soutien des initiatives. C'est-à-dire Mm, que mm. il y avait des histoires hallucinantes de petits producteurs au Japon qui ressortaient une machine, qui faisait des bouts de pièces. Enfin, et ça s'est organisé comme la production de masques à Taïwan là, en début de la crise du Covid. C'est des choses qui sont coordonnées mais pas organisées. Et donc c'est très intéressant. Et donc c'est ce qu'on voit. Ils ont une pratique très particulière de cette gestion de crise. Est-ce qu'ils n'ont pas été marqués finalement par la première crise, enfin, alors, qui n'est pas du tout de même nature, mais qui les a un peu aguerris et poussés à faire très attention, même à celle des années 50, la première crise qui les a très, très fortement secoués Quand sur tu, l'aspect bancaire. tu te souviens quand on était au Japon, Ouais, on je ne sais voyait pas. on voyait toutes ces petites boutiques dans l'environnement de Toyota, de Lexus, où il y avait tu te souviens pas à l'usine, il y avait trois presses. Enfin, Mm. on voyait Ouais, ouais. c'était pas des usines, c'est des petites entreprises où il y a un président, machin, c'est une petite entreprise, il y a trois presses, il y a 15 camions par jour de Toyota, et il y a des gens dans les bureaux. Et à chaque fois, on leur demandait, qu'est-ce qu'ils font ces gens dans les bureaux qu'on voit? C'est des ingénieurs, etc. Et on me disait, bah non. Et en fait, c'est des logisticiens. Et c'est pas n'importe quel logisticien, c'est pas des logisticiens comme nous qui font des anticipations pour Mm. programmer, pour voir ce qu'il y a dans les stocks, pour faire des décisions de programmation. C'est des logisticiens qui gèrent le fait qu'il y a 15 camions par jour et qu'eux, ils traitent des fournisseurs et qu'il y a 15 camions par jour, tu as une crise par jour. Donc, en fait, je ne sais pas s'ils étaient marqués par une grande crise. Je pense que le système de juste à Mm. temps, quand il marche tel qu'il marche, te donne une pratique de la flexibilité et de la réaction qu'ont pas les autres. Et que ces gens qui sont là dans ces toutes petites boutiques, les ingénieurs sont chez le constructeur, il Mm. y a des fournisseurs derrière, on les voit, ils passent leur journée à comprendre à nouveau ces mécanismes de coordination. C'est-à-dire, machin a un problème, on va l'aider, machin a un truc, qu'est-ce qui peut l'aider? Et ça, quand j'étudiais les fournisseurs de Toyota, on était toujours très très surpris par quand on avait un vrai problème, tu vois, un problème qualité. Les problèmes qualité, c'est comme on va voir, quand tu sais pas, tu sais pas. Hein, c'est très technique, etc. C'était la rapidité à laquelle ils trouvaient Monsieur Machin qui était dans une usine quelque part, on ne sait pas Et qui avait comment, la solution, enfin qui avait et déjà été qui confronté au connaissait le problème. problème, et qui Ouais. arrivait, qui disait vous Mm. avez regardé ça, et, oh, tiens non pourquoi. Donc c'est le juste à temps qu'ils ont inventé et te donne un regard. Tu ne commandes pas un juste à temps, tu peux pas. Tu le Alors, coordonnes. ouais. Alors, du coup, c'est ça sans doute qui les a sauvés, cette pratique forte qui les a sauvés sur la première crise de 2008. La première crise de 2008, donc rappel des faits, hausse soudaine, enfin soudaine en tout cas, hausse du prix du pétrole et du coup pour toute l'industrie automobile, alors en particulier en Amérique où on est quand même sur une industrie avec des grosses voitures, tout d'un coup stop de la production et de l'achat par les consommateurs de ces grosses voitures. Ça se remet un peu sur des petites voitures, mais bon, en tout cas, ça met vraiment en difficulté d'abord les producteurs américains, évidemment, mais très vite aussi Toyota. On se retrouve avec des entreprises qui ont, enfin des usines, pardon, qui ont des commandes divisées par deux. Et là, voilà, alors là, il y a Et puis les subprimes, la crise des subprimes qui vient voilà, là-dessus, qui est tombe même brutalement tout. tout.
Donc tout part, tout Tout dévisse. explose, tout le système Mm. explose, les usines commencent à fermer, à mettre en chômage leur équipe, à licencier. Et Mm. donc là, tout le monde va regarder Toyota en disant, eh ben, ils vont faire la même chose, ils vont licencier, ils vont, euh, ils vont arrêter les chaînes, voilà, Enfin, ils vont ils vont comprendre la arrêter, vraie voilà, vie. Enfin, ils vont comprendre ce que c'est que du vrai management. exactement. Et en fait, eh ben, il se passe pas exactement ça. Il se passe pas exactement ça parce que c'est pas leur ADN de faire ça. Et c'est ça finalement qui va les sauver. C'est leur ADN. C'est vraiment leur ADN ou leur culture si on parle de tout ça. Et du coup, enfin, finalement, j'ai l'impression qu'ils vont se mettre à faire encore plus fort ce qu'ils savent déjà bien faire, quoi. C'est un peu ça qui ressort de cette première Bah, crise. ce qui rendait fou Jeff Licker, c'était tous les journalistes qui les reprochaient à Toyota de ne pas faire les conneries que font les autres. Ouais, c'est ça. J'ai lu ça aussi, ouais. À l'époque, ça le rendait fou. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle il a motivé à écrire le livre. C'est enfin tout le monde reprochait à Toyota d'avoir du plein de cash sous le coude et de pas de les investir. Tout le monde dit bah non, on voit à quoi ça sert. Tout le monde reprochait à Toyota de pas fermer des trucs, fermer. Enfin, et c'est assez marrant parce que on a les gens qui passent la crise et tout le monde. Alors d'abord, tout le monde leur a reproché de pas faire les conneries des autres et de façon très intéressante dans un phénomène de bouc émissaire en sortie de cette crise 2008 qui explique la deuxième crise. Tout le monde l'a reproché de ne pas avoir souffert comme les autres, ce qui est très étonnant. On leur a reproché d'avoir profité de la crise. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, GM est sauvé par toutes les compagnies automobiles sont sauvées par un afflux de cash énorme. GM est nationalisé. Enfin, je veux dire, il faut voir le truc pour des Américains. Ouais, c'est pas vraiment leur culture non plus, là. C'est pas simple. Ouais, Hein. ouais. Et Toyota, dans toute cette affaire, n'a rien demandé. Alors, ils ont perdu de fric pour la seule année de toute leur Ouais, histoire, pas ils ont mal fait d'ailleurs, hein. perte. 4 Bah, milliards, ce qui est normal. alors, il faut voir, eux, ils comptent en 5 ans, et en 5 ans, ça a été quand même, au final, les 5 années sans doute les plus profitables de leur histoire. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire, nous, on compte en années, donc cette année-là, ils perdent de l'argent. Mais en fait, eux, ils ne voient pas qu'ils perdent de l'argent, ils voient qu'ils ont dépensé de l'argent pour garder leur entreprise en état. Ouais. Ce qui est vraiment stupéfiant et sans doute encore plus aujourd'hui quand on lit ça dans l'état où on est, hein, parce qu'on est quand même soit un peu confiné, soit beaucoup confiné, soit en chômage Oui, partiel. Enfin, on est puis en vraiment. termes en termes d'activité économique, Ouais, il est en train de nous voilà. arriver la même chose. Hein. Voilà. Et là, euh, qu'est-ce qu'on lit? Ils ont une usine de, allez, 3500 personnes. Je ne sais plus laquelle parce qu'ils en ont quand même pas mal. Et ils mettent la moitié de l'usine, enfin, ils ferment la moitié des lignes, mais l'autre moitié qui fonctionne. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, puisque ils n'ont pas assez de commandes de toute façon pour ouvrir les lignes avec l'autre moitié des équipes? Ils forment les gens, ils font 1800 personnes, enfin, ils mettent en formation 1800 personnes pendant 1 mois, 2 mois. Ils les forment sur du Kaizen. Ils cherchent des choses pour récupérer de l'argent aussi, justement. C'est des Kaizen qui sont du coup plus orientés qualité, mais qui sont plutôt orientés réduction des coûts. Ils font des cercles de qualité pour échanger entre eux les choses. Un truc d'abord qui est dingue, qui est dingue parce qu'on se dit aujourd'hui, l'usine, même, je sais pas, Michelin, est-ce qu'elle ferait la même chose? Je ne sais pas si c'est dingue parce qu'ils sont parfaitement dans leur logique. Ouais, En fait absolument. ils Mais en sont. fait, c'est là où ça paraît dingue, en fait. C'est qu'on Ouais, comprend leur logique. Et puis là, dans cette logique de quand c'est en volume, ça paraît quand même vraiment bah, étonnant, quoi. c'est intéressant quand à l'époque, je me souviens, j'étais frappé, ils étaient complètement dans leur logique. D'abord, ils s'en sont voulus. Ils s'en sont voulus et ils s'en sont voulus parce qu'ils avaient leur zone de prépa camion qui était pleine partout. Et en fait, ils avaient des stocks de produits finis Ouais. et ils étaient en plein dans leur expansion globale et ils n'ont pas réagi. Alors, il faut voir chez Toyota, il y a une espèce de guerre, c'est comme dans les films japonais de samouraï, hein, il y a plusieurs camps. Il y a le camp du TPS et le camp du business, et il y en a sans doute d'autres, il y a des clans, etc. Et donc, selon les moments, il y en a un qui a plus fort. Donc, toute cette période, après la période de Choa Watanabe, ça a été une grande période d'expansion commerciale, on est les rois du monde, etc. Et comme tout le monde, ils sont comme les autres, ils sont humains, ils deviennent arrogants. Et, et donc, ils s'en sont voulus parce qu'ils ont vu qu'ils remplissaient les parkings et qu'ils n'ont pas réagi. Mais par contre, ils ont été totalement dans leur ADN sur deux choses. Un, ils ont tout de suite interprété ça comme un problème de flexibilité. Deux, ils ont tout de suite interprété ça que leur vrai investissement, c'était dans les gens et pas les Ouais. machines, qu'en fait, les machines se remplacent, mais qu'il faut 10 ans pour former quelqu'un au TPS.
Et ils sont revenus tout de suite sur de la réduction des coûts intelligente. C'est-à-dire que tout de suite, on regarde tous les postes de coûts, mais pas pour Ouais. les couper de façon sauvage. C'est regarder astucieusement, truc par truc, qu'est-ce qu'on peut faire, et en associant les gens à du Kaizen de réduction des coûts. Donc en fait, là, on les voit réagir très fort, mais totalement dans les principes habituels de... Ah oui, c'est ça. Alors, il y avait une question de Fabien, j'en profite. Genre, je vous passe quelques citations du livre. Quand elles sont pas entre guillemets, c'est du Jeff Licker. Quand elles sont entre guillemets, c'est plutôt des réactions de patrons de Toyota. Je ne vais pas forcément les lire, mais vous les voyez au fur et à mesure passer. Mais là, on voit bien en tout cas ils se sont vraiment mis à Alors, faire du TPB. je dois dire un disclaimer, je me suis peut-être avancé un peu vite. Quand je vous parle de choses sur Toyota, ce sont des choses qu'on m'a dit, j'en sais rien. Ça se passe à Toyota City au Japon, dans des salles secrètes. C'est ce qu'on m'a raconté à l'époque. Donc, cette histoire de 5 ans, ça sort des conversations, je pense avec Jeff d'ailleurs. Tu réponds à la question de Fabien, c'est ça? Ouais, Fabien et Estelle, j'en mettrai, Ok, j'en j'ai pas vu mettrai, Estelle. j'en Ouais. j'en mettrai pas ma main à couper. Je vais revenir en arrière sur ce que j'ai dit. C'est à l'époque, c'est ce que Jeff m'avait dit. Il y a une question d'Alexandre aussi, mais peut-être on la traitera tout à l'heure, puisqu'il est justement comment Non, aujourd'hui, avec leur pratique. bon, oui, à vrai dire, j'en sais pas. On va voir, Ouais. on va voir plus tard, mais. Peut-être qu'on n'a pas encore vraiment de retour. Donc là, enfin, en tout cas, c'était une citation du livre où on voit qu'effectivement, pendant cette période, là où ils essayent de bosser sur les réductions de coûts, d'améliorer la flexibilité, ils n'arrêtent pas les cercles de qualité, ils n'arrêtent pas la formation et ils arrivent finalement à faire une économie de 2 millions de dollars sur une seule des 2 chaînes d'assemblage de l'usine TTMK. Et puis, ils prennent conscience aussi que finalement, leurs équipes américaines n'étaient pas si bien formées que ça. C'est-à-dire qu'ils avaient formé les groupes leaders, enfin toute la ligne managériale, euh, mais pas tellement les opérateurs en direct. Donc finalement, cette crise, c'est aussi l'occasion d'être encore plus dans le partage de cette culture Toyota, dans l'apprentissage des méthodes de résolution de problèmes et d'aller jusqu'aux opérateurs avec cette pratique Et particulière. si tu remets ton slide là, suivant que tu viens Oui, d'envoyer qui là, était justement ouais. l'inverse de ce qu'ils font. C'est pour ça. C'est Non, non, l'inverse non, de ce non, qu'ils non, font. non, 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 Ah, non. celui d'avant. Anna, attends, il faut comprendre. C'est des groupes humains, c'est des cultures. Donc, Toyota a les mêmes problèmes que tout le monde. Enfin, Ouais. je les connaissais mieux à l'époque que maintenant, mais à l'époque, ils avaient les mêmes problèmes que tout le monde. Il y a les gens qui disent Kaizen d'abord, ça nous simplifiera le problème, mais il y a aussi les gens qui disent non, merci, on est trop occupés. Donc, il y a du hardcore dans les usines qui fait du Toyota, où je me souviens, dans les années 90, on les voyait quand ils étaient en train de monter les usines en Europe, qui expliquaient très très durement Kaizen d'abord et après le reste on verra. Mais après, il y a tous les gens qu'ils ont embauchés dans l'industrie automobile, les nouveaux, etc., qui voient cette histoire de Kaizen, et c'est pas parce qu'on est chez Toyota qu'on a particulièrement des idées de Kaizen ou envie de faire des Kaizen. Il y a un article fascinant de Spear, sur comment ils ont formé, c'est sans doute Gary Convis dont il parle, mais comment le premier patron d'usine américain, comment son sensei l'a formé à faire du Kaizen. Il l'a mis devant une ligne, il fallait trouver des idées d'amélioration. Et puis, il l'a envoyé au Japon. Il s'est retrouvé dans une ligne avec des teams. Après avoir fait ça, résoudre des problèmes chez lui aux États-Unis, il a été au Japon. Et là, il s'est retrouvé dans une équipe avec des team leaders japonais à regarder une cellule. Et la question, c'était au bout d'une journée à regarder la cellule, vous revenez avec combien d'idées de Kaizen? Et lui, fièrement, il revient avec 7 ou 8 idées de Kaizen. Et les autres, on avait 10 fois plus, littéralement 10 fois plus. Alors là, il a pris un choc Ouais, c'est ça, là. en disant ah, je ne suis pas dans le bon ordre de grandeur. Et alors, c'était des toutes petites idées. Mais en termes de nombre d'idées, il y en avait 70. Ouais, Et ouais. donc cette appétence et cette reconnaissance des idées de Kaizen, c'est aussi difficile chez eux que chez nous. La grande différence, par contre, c'est qu'on voit la valeur, donc ils font l'effort pour aller le chercher, et ce qu'on voit dans les chiffres hallucinants qu'ils nous donnent, c'est que nous, on n'y croit pas à ces chiffres. C'est qu'en fait, quand on fait l'effort d'aller le chercher, ça paye massivement.
Ouais, c'est ça. C'est très étonnant. Et donc en fait, c'est pas. Mais le débat est le même chez le débat, ça dépend d'où viennent les gens. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas été formé pendant 30 ans par Taiichi Ohno. Mm. Il y a des tas de Ouais. gens qui sont arrivés chez Toyota, ils n'ont pas eu cette expérience. En tout cas, alors, ils ont mis en place ces formations, ils ont mis en place tout un tas de choses, mais qui étaient vraiment déjà là et présentes chez eux. Donc, c'était plus une amplification finalement de ce qu'ils savent faire à un moment un peu particulier. Ils forment les gens, tout ça fait qu'ils ont quelques milliards de déficits voilà, au début, mais finalement, ils arrivent en octobre 2009. Et bon an, mal an, ils ont à peu près récupéré leur état. En tout cas, ils sont redevenus en capacité de produire ce qu'il faut, la demande repart, etc. Donc là, on se dit, enfin, ils doivent se dire, j'imagine, je suis pas dans leur tête, voilà, on est sauvés. Ah, pas du tout. Sauf, Pas du tout. non? Ah non, il y a eu un changement, révolutionnaire radical dans la boutique, D'accord. qui avait expliqué un type qui s'appelait Nini, je crois. Euh, euh, Eux, leur truc, c'est la flexibilité en mix et en Mhm. volume. Tout leur modèle, c'est de dire les usines nouvelles font qu'un seul modèle. On les met au minimum du marché parce qu'elles sont toujours saturées. Quand on a des pics de demande sur un modèle, on le fait fabriquer au Japon sur des lignes flexibles en faisant l'hypothèse qu'il n'y aura jamais deux pics de demande en même temps. Ça craque récemment, là, ils étaient dans un tel pic de demande des Lexus hybrides qui les ont fait fabriquer sur des lignes Toyota, ce qui est très différent, mais ils pensaient que les lignes Toyota japonaises étaient capables de tenir le Ouais. niveau de qualité. Donc là, ce qu'ils savaient déjà, c'est que leurs concurrents avaient besoin d'une usine chargée à 95% pour gagner de l'argent. C'est difficile de gagner de l'argent avec une usine automobile. Et eux, ils étaient donc très flexibles. Déjà, si ça descendait à 80% de la capacité, ils s'en tiraient. Et là, ils ont décidé qu'il fallait être capable de descendre à 70% de la capacité. Alors ça a eu des implications techniques très fortes. On a eu des usines qu'on n'a jamais pu voir parce que ce sont les nouvelles usines où vous savez, les trucs d'usine, là, les énormes convoyeurs où on attrape les bagnoles, etc. Il n'y a plus tout ça. C'est tout fait avec les trucs que fait Cyril Danet, là, les Karakuri. C'est tout fait avec des équipements flexibles. Quand on va au Japon, ils nous les montrent. Ils vous montrent des films. On n'a jamais pu rentrer dans les usines. Mais ils ont complètement changé leur concept d'usine à la suite Donc c'est à de cette époque-là. à Ouais. cette époque-là. D'accord. Et en fait, au début, personne n'y croyait. Et comme toujours, ils réfléchissent pas à un an, 2 ans. Ça s'est fait dans les 10 ans qui viennent. Ouais, Mais il y a eu un vrai changement sur comprendre qu'il fallait des usines encore plus flexibles. d'accord. J'ai en tête une citation que j'ai lue, mais qui effectivement, je ne vais pas retrouver là maintenant, mais qui effectivement, c'est l'idée de toujours, même dans la crise, faire des kaizen qui vont nous aider à affronter l'avenir. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas quelque chose pour du court. Déjà, même faire du kaizen, c'est dans se projeter dans l'avenir et pas simplement être dans de la réduction de coûts sur un one shot, quoi. Enfin, c'est en tout cas, c'est ce qu'ils cherchent. Ça ne veut pas dire qu'ils y Tout arrivent. à fait. C'est pourtant qu'ils y arrivent. Alors, voilà. Alors, ça, 2008, donc, on a cette première crise qui est analysée dans le livre et qui leur permet effectivement, du coup, de commencer à poser une autre sorte d'usine. Et puis, août 2009, là, il y a un événement un peu crucial et qui va avoir des répercussions sur eux de manière totalement inattendue, en tout cas selon eux, qui est ce qu'on a appelé après et a posteriori la crise des rappels. Qu'est-ce qui se passe en août 2009? Il y a un policier ou un ex-policier, enfin, qui est dans sa voiture avec sa famille, sa femme et ses deux enfants, Il y et a un accident tragique et voilà, spectaculaire. et qui est en plus enregistré par le 911 avec voilà, quelqu'un qui dit j'ai ma voiture qui accélère, j'arrive pas à freiner, j'arrive pas à freiner, et pouf, qui part dans le décor, et tous les passagers meurent. Et évidemment, ils sont dans C'est une, terrible. euh, dans Terrible. une Toyota. Et donc, on imagine que c'est. Alors, enfin, en fait, ce que dit le monsieur au téléphone au 911 et qui est enregistré, c'est ma pédale d'accélérateur est coincée, je n'arrive pas à la débloquer. Donc là, évidemment, forte émotion, forcément, évidemment, en Amérique, évidemment, sans doute les équipes américaines de Toyota aussi qui y vont. Évidemment, ils font une recherche pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et globalement, ils comprennent assez vite ce qui s'est passé. C'est une histoire de tapis de sol
qui avait été rajouté, qui bloquait C'est pas le bon la tapis de sol, sécurité. oui. Ils avaient mis un autre au-dessus et du coup, ça bloquait le truc. Donc, c'était pas un problème de conception, etc. Donc, globalement, Toyota laisse à peu près, enfin, laisse tomber ou pense que ça va être résolu finalement assez rapidement parce que c'est pas un problème technique grave. Mais cette affaire s'amplifie, les médias s'en emparent, les juristes s'en emparent, voilà. Et ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup de bruit là-bas. Le Japon peine un peu à réagir. Et du coup, là, ça va les mettre dans une situation finalement qu'ils n'avaient vraiment pas imaginée et qui est inédite, peut-être pour eux, euh, qui les a attaqués vraiment à un endroit où sans doute ils n'avaient pas l'impression d'être fragiles. Enfin, c'est vraiment Il comme faut s'il y avait voir. un hiatus entre leur vision du monde et ce qui se passait, quoi. Voilà, d'abord, il faut voir Toyota au Japon. Ouais. C'est la entreprise. Enfin, je veux dire, ce sont des dieux vivants. Puis après, Toyota aux États-Unis, où ils se font brutalement clouer au pilori. Enfin, c'est d'une brutalité. Et alors, il y a plein de gens qui sortent des bois en expliquant que leur voiture accélère tout de suite. Il y a la remise en cause des systèmes Électronique, électroniques qui fait que embarqué, ouais. embarquer, que les voitures accélèrent toutes seules. Enfin, je veux dire, ça Un part dans fantasme un peu énorme, effectivement, ouais. ça part dans un truc énorme. Il y a des gens qui prouvent qu'ils savent créer des accélérations spontanées dans les voitures. Enfin, il se passe un truc énorme. Et oui, oui. Et alors, et puis après, non, ils ont un vrai problème. Ils découvrent eux-mêmes qu'il y a quelques pédales qui collent aussi, tu te souviens? Oui, oui, c'est les pédales collantes, mais en fait, enfin, Oui, oui, ça fait rien. ça ne fait rien sur l'accélération, mais ça a une impression d'être collante et du coup, ça donne une impression d'être de oui, pas de lâcher. Et Jeff me dit qu'il y a à peu près, il y avait 7 cas. Enfin, je veux dire, alors, ils avaient aucun problème sur le fournisseur japonais, le fournisseur nord-américain, faisait quelque chose de différent, Ouais. mais ils avaient trouvé quelque chose comme 7 cas où ça pouvait, dans certaines conditions d'hygrométrie, coller un Oui, peu. quand le chauffage était à côté, le chauffage de la voiture était à côté. Donc, le Japon conclut qu'il n'y a pas de problème. Ça va se régler. Enfin, il n'y a pas de problème au sens que oui, c'est un problème comme ils en ont sans arrêt, ils vont s'en occuper, Et ça va qui se vont le régler. régler. Mais surtout qu'ils vont pas faire de recall et qu'à à la prochaine maintenance, ils vont demander aux gens de faire, ils finissent par trouver une solution, un bidule et bon. Et par contre, ce qu'ils comprennent pas du tout, c'est qu'ils sont le doigt dans la porte politiquement aux États-Unis et que ça devient un cirque incroyable et qui se Les finit médias, par ouais, sont sans pitié, quoi. les commissions sénatoriales, comme on voit dans les films, enfin, ça finit par Akio Toyoda qui est convoqué pour aller s'expliquer devant les sénateurs de la République. Alors, je trouve celle-là de crise intéressante parce que autant la première, ils avaient le playbook. Enfin, je veux dire, ils étaient chez eux, quoi. C'était très désagréable, c'était pénible, je suis sûr, ils ont beaucoup bossé, mais ils ont fait ce qu'ils savent faire. Autant là, ils se font prendre un coup de sabord, là, ils se font prendre des coups de canon dans un angle où ils s'y attendaient pas du tout et qui ne comprennent pas. Donc, c'est intéressant de les voir réagir jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils sont en train de se faire coincer politiquement et pas techniquement. Alors comme c'est une boîte très technique, Ouais, ça a ça, dû ils sont vraiment leur scientifiques. faire mal. Ça, c'est un truc scientifique, on analyse et on trouve des choses à faire, quoi. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, à nouveau, leur principe joue, alors que n'importe quelle boîte, d'ailleurs ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'ils ne sont pas les premiers, Audi avait eu un énorme problème sur sur cette histoire Ouais. d'accélération spontanée de la même façon. Les grosses boîtes américaines régulièrement passent à la lessiveuse. Comme ça leur arrive. Mais alors que toutes les boîtes se défendent en disant non, 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 vous avez vos experts, moi j'ai mes experts, enfin, comme les trucs qu'on voit à la télé, et puis tout le monde, absolument pas, non, non, non. Toyota fait un truc très étonnant. Ils, euh, ils disent rien. Ils disent excusez-nous, c'est de notre faute, excusez-nous, c'est de notre faute. Alors qu'ils savent qu'il n'y a rien techniquement. Mais ils se déballent complètement. Ils font excusez-nous, excusez-nous, on est très désolé, très désolé. Alors, pourquoi ils font ça? Parce que il y a leur premier principe, c'est respect for people, c'est-à-dire que l'opinion des gens doit être prise en compte. Et ils décident,
ça a dû être une décision très difficile à prendre, qu'ils ne feront pas de, comment tu dirais en français, de finger pointing. On blâme pas les gens ou on n'accuse pas les gens, Ouais, ils ne vont on se pas dédouane accuser, pas ils ne vont pas contre-accuser, ils ne vont pas finger pointer, ils vont pas dire c'est faux, c'est vous, vous avez tort, vous n'avez pas compris. Ils ne le de feront blâmer. pas. Ouais. Ils Accuser en ne, tout cas les autres. ils ne le feront pas. Donc, alors qu'ils sont effectivement accusés de quelque chose où ils ne peuvent pas se défendre, puisqu'il Il y fait a, rien. il fait rien, Pas grand chose en tout cas. ils prennent l'option très très bizarre de prendre des coups Ouais, de prendre et sur eux en fait. de prendre sur eux et de s'excuser. Et alors là, la partie rationnelle de la chose qui est quand même très étonnante, c'est qu'ils savent que la crise des pédales collantes d'Audi a duré. La crise, pas des pédales collantes, excuse-moi, la crise de l'accélération spontanée d'Audi a duré très longtemps. Ils savent que ce truc-là, Audi a jamais su juste le fermer et passer outre. Ça, ils le savent. Ils comprennent aussi, et ça c'est vraiment un exercice de framing, de cadrage, que ce que dit Akio Toyoda d'ailleurs, c'est que il y a une différence entre la qualité Ouais, ça je réelle l'ai et la qualité perçue. perçu. Et donc, je me souviens plus exactement des termes, Ouais, mais je vais le mettre là. J'avais une phrase que j'avais qui est dans cette, non, qui est là. Hop. Voilà. En fait, mince, c'est l'idée de quelle est la différence entre, mince, excusez-moi, c'est moi qui vais y arriver, voilà, entre la sécurité ouais, et la c'est ça. qualité perçue, c'est ça. La Et la sécurité, paix de la paix de l'esprit. l'esprit. Mm. Et donc là, ils définissent quelque chose d'autre. C'est en vrai, eux, ce qu'ils vous offrent quand vous achetez une Toyota, c'est pas de la qualité, c'est de la paix de l'esprit. En Donc, tout cas, c'est ce qu'ils voulaient. qu'est-ce que soient les raisons pour lesquelles vous perdez confiance dans votre Toyota, ça tombe chez eux, c'est dans leur cours. Ce que je trouve très fort quand même. Ouais, ouais, C'est très très étonnant. non. Et d'ailleurs, ça a eu des impacts, mais un des trucs qui a été très étonnant, ce qui a expliqué l'histoire du bouquin, c'est que la crise est passée. Oui, les gens ont dit OK, bon, très bien. Ils ont vu ce que Toyota fait. Alors, après, il se passe des trucs où Toyota, où à nouveau, on retombe sur la capacité opérationnelle de Toyota. Il s'est passé deux choses. D'abord, Ouais, parce qu'ils Toyota. n'ont pas rien fait quand même, hein, après, Ah non, quand même. ils ont pas. Alors, ils ont fait deux. Il y a deux trucs qu'ils savent faire. Un, c'est les côtés moins sympas de la boîte, enfin moins sympas, plus les côtés. En fait, ce sont des compétiteurs très très agressifs. Donc, ils se sont mis à jouer très agressivement des rappels. Et ils l'ont Oui. fait pendant toute la décennie. Ils ont décidé que maintenant, dès qu'il y avait le moindre truc, clac, comme on a du cash, on rappelle. Alors ça, il faut voir que oui, c'est le principe de Toyota, de Jidoka. On ne laisse pas, ça c'est clair, on ne laisse pas passer des défauts. Il faut voir aussi la pression que ça a mis sur leurs concurrents. Parce que Et leurs c'est devenu le concurrents, nouveau standard, en fait, de c'est on a devenu un un nouveau défaut, standard. Et quand on on le compare fait. le nombre de rappels qu'il y avait aux États-Unis avec le Ouais. nombre de rappels qu'il y avait ailleurs dans le Mm. monde, clairement, ils ont fait un truc aux États-Unis. C'est comme Ouais. ils avaient eu ce problème, ils ont surcorrigé sur les rappels, ce qui a mis leurs concurrents dans des positions très difficiles parce qu'ils ne savaient pas faire appel. Et plusieurs de leurs concurrents se sont fait choper sur des trucs où ils auraient dû rappeler et ils n'ont pas fait les rappels, ce qui a, GM en particulier, ce qui a beaucoup dégradé leur image de marque. L'image de à eux. Ouais. Donc, à nouveau, ils ont été très agressifs là-dessus. Et opérationnellement, quand ils ont fait ces énormes rappels, c'était hallucinant ce qu'ils racontent. Tu te souviens sur le centre d'appel où il y avait deux choses qui m'ont frappé. Alors, Moi, j'en ai deux, mais je sais pas si c'est les mêmes, vas-y. le premier, c'est qu'ils ont dit aux gens, écoutez, vous avez un budget, on ne vous regarde pas Oui, comment vous le au dépensez. concessionnaire, 30 millions, c'est ça Ouais, ou pas? oui, c'est ça. Alors, par concessionnaire, il y avait un budget. Ils ont Et, fait 30 millions divisé par 1400 concessionnaires. Vous ah avez oui, donc, voilà, j'ai pas fait la ouais, division. Et vous en faites ce que vous voulez parce que chacun sait ce qu'il faut offrir aux clients, ouais, si c'est un café absolument. Starbucks Alors ou là, un porridge ils Rivière. font un Voilà. truc. Ouais, ça c'est impressionnant. Ouais. À nouveau, c'est plus facile quand on a quelque chose qui coûte, mais il faut le faire. Ouais, Et le deuxième truc qu'ils font, c'est que comme ils sont qu'ils vont avoir énormément d'appels, ouais. ils ont complètement flexibilisé le centre d'appel avec le fait que tout le monde dans les bureaux s'est retrouvé au téléphone. Ouais, Et à nouveau, et il alors faut ça, savoir le c'est faire. impressionnant. Moi qui travaille en ce moment sur cette question des centres d'appel, j'ai été un peu bluffée, C'est effectivement. bluffant. Ouais, ils annoncent 30 fois le volume d'appel normal et ils multiplient par 3 leur force de frappe avec sans script. Accès à des questions-réponses, brief des gens, des cercles de qualité avec un superviseur pour 5 personnes toutes les semaines.
quand on connaît les centres d'appel, on sait que ça doit être, enfin, c'est une Et exigence là, à absolue. nouveau, on voit la machine Toyota du Ouais, Kaizen se mettre absolument. Voilà. une fois qu'ils ont compris le problème, ça se met Ils y vont. en Ouais. Il y a une bon force de frappe qui est étonnante. et c'est étonnant. Ouais, ouais, tout ça. Ouais, Et non, du là-dessus. coup, et du coup, ben, non seulement la crise passe beaucoup plus vite qu'on aurait pu penser, parce que moi, je me souviens à l'époque, quand on est dans l'automobile, ces trucs, tout le monde se marrait, en disant, ça y est, Toyota, enfin le bec dans l'eau. Et on se souvenait de la crise d'Audi, et c'est comme la crise d'aujourd'hui. On dit, ah, on va jamais s'en relever, etc. Bah, Mm. on va dire, on n'en sait rien. Audi s'en est relevé, mais avec beaucoup de difficultés quand même. Et Toyota s'en est relevé très très vite. Et donc, une fois qu'ils ont compris le problème. Et l'autre chose qu'ils ont compris, qui est lié avec cette histoire de rappel, c'est un truc qui m'a toujours frappé quand on visite les usines de Toyota dans le monde, c'est à quel point elles sont différentes. Donc les principes sont toujours là, mais ce que moi vraiment ce à quoi on s'attend pas, c'est que c'est vraiment très local. Ouais. C'est-à-dire à nouveau, Et juste, j'en profite, je fais le lien avec ce que tu dis. Est-ce qu'une remarque d'Alexandre qui dit justement encore une histoire d'intense collaboration? Oui, une collaboration avec alors les fournisseurs, on l'a pas dit, mais ils ont évidemment beaucoup bossé avec leurs oui, fournisseurs, sans jamais les incriminer eux non plus d'ailleurs. oui. Beaucoup bossé avec les clients, beaucoup bossé avec les Alors, concessionnaires. alors Enfin, qu'ils savaient que c'est le fournisseur qui avait merdé, et ils n'ont voilà. jamais rien dit. Mais sur les deux crises et les premiers, en tout cas, ils ont toujours veillé à soutenir leurs fournisseurs de différentes manières suivant les besoins. Donc c'est oui, une histoire d'intense collaboration et d'un système Mais entier, quoi. C'est ils vraiment ont aussi intéressant. un principe quand ils sont développés, de ce qu'ils appellent le self-reliance. Et à nouveau, ça on entend moins parler, mais il y a des bouquins qu'on m'a expliqué au Japon, ou traduits du japonais, qui parlent de la culture de Mikawa, qui est la région de Toyota, où une des valeurs de base, c'est comme dans le Far West, c'est comme les cowboys, c'est self-reliance. Et alors là, on rentre dans un truc culturel un peu compliqué. Pourquoi est-ce que la qualité était aussi centralisée au Japon? Ben, pour une raison qui n'est pas idiote, c'est qu'ils ne font absolument pas confiance aux Occidentaux d'être sérieux sur la qualité. Et blanc Et dans non, les non, ans. mais ils n'ont pas tort. Ouais. Ils n'ont pas tort. Moi, j'ai vu les deux et je vois ce que c'est qu'une analyse j'ai des histoires de dingue, des histoires de se rendre compte qu'un tournevis, que le compteur sur un tournevis ne compte plus les vis pour visser les voitures, et compter toutes les voitures qui ont été produites depuis la dernière fois qu'on a vérifié le tournevis, et d'aller vérifier les voitures sorties, même jusqu'à chez les concessionnaires, pour vérifier que les 4 boulons sont bien vissés. Et évidemment, les 4 boulons sont bien vissé. Moi, j'ai vu Toyota faire des trucs de dingue, non pas quand ils ont un problème de qualité en volume, mais dès qu'ils ont un problème qu'ils ne comprennent pas. Ce qui est très différent de notre approche. Nous, on est toujours en train d'essayer de maîtriser l'impact des problèmes de qualité. Eux, ils se mettent à paniquer dès qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans des process où normalement il ne se passe rien. Enfin, normalement, il y a pas, c'est pas de l'art, hein, il n'y a pas de place pour un process, ça doit marcher. Donc, ça, ils ne font pas confiance aux Occidentaux de savoir mener jusqu'au bout une analyse Démarche qualité, qualité, un truc qualité. une vraie démarche qualité, et de comprendre ce que c'est. Donc, effectivement, c'est pas idiot. Alors qu'il y a plein de fonctions qui sont très décentralisées dans les pays, la fonction qualité était restée, elle, très centralisée. Elle s'était sans doute bureaucratisée, comme toutes les fonctions. Le Japon n'est pas le pays le moins bureaucratique du monde, et Toyota, les gens de Toyota me l'ont toujours décrit comme une bureaucratie infernale. Donc Et les il est usines en boîte quand même, hein, ah donc, bah oui, et puis les usines fonctionnent comme elles fonctionnent, mais il y a ouais, le reste de la boîte qui fonctionne comme n'importe quel autre ouais. bout. Et donc là, ils prennent une très grande décision qui est de décentraliser, sur le principe de self-reliance, la décision de Les réagir à des responsables rappels. qualité. Ouais, c'est les responsables Ouais, qualité ouais. qui vont avoir à gérer ça dans chaque région du monde, quoi. Ouais, alors en fait, j'ai jamais Jeff a jamais été très clair si c'était juste la décision de faire des rappels ou si c'est vraiment la responsabilité de résoudre les problèmes qualité. Je soupçonne que le Japon s'intéresse toujours de très près à ces problèmes qualité.
On peut imaginer. Il y avait Reynald qui disait qu'effectivement, à l'occasion de ces rappels, il y avait justement une proximité nouvelle qui s'était créée avec les clients finaux parce qu'on allait même jusqu'à leur proposer de venir réparer la voiture dans leur garage, tellement il y avait une sorte d'angoisse de même de conduire Mhm, sa mhm, voiture au garage et que la pédale soit mhm, collée, soit gluante, soit mhm, tout ce qu'on voulait. mhm, Enfin, c'était là pour le coup une espèce mhm. de crise De psychose un peu qu'on peut truc de comprendre. dingue, quoi. Ouais. Mais du coup, et alors, c'est là quand même ça qui est dingue, c'est que ils se sont pris la crise de 2008 avec quand même un sacré coup enfin, de récession pour tout le monde, hein. Mais donc, même s'ils l'ont mieux absorbé, ils l'ont eu aussi. Ils se prennent cette crise avec effectivement on se dit, ils vont en sortir avec une perte de confiance des gens. Et en fait, avec tout ce qu'ils font pour leurs clients, aller chez eux, leur offrir des trucs, mobiliser les concessionnaires, parler aux clients, ils se retrouvent finalement en sortant de cette crise en 2010 avec euh, enfin, ils ont renoué avec la croissance, ils sont à nouveau, ils sont toujours premier Mhm, mondial et ils n'ont pas perdu de clients. Alors, peut-être sur un ou deux modèles qui étaient concernés par la crise, mais ils ont récupéré les gens sur des autres mhm. modèles de leur gamme. Donc, du coup, ils n'ont pas perdu de clients, en fait. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. C'est Ouais, vraiment un truc. c'est assez incroyable. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir sur les clients, ce qu'on découvre aussi, c'est que c'est ce que les hôtels ont appris à la dure avec l'arrivée des sites comme Booking, où quand on commence à mettre des commentaires négatifs, ça fait tache d'huile très vite. C'est que et c'est le bouquin, c'est l'intuition absolument géniale qu'ont eu Dan et Jim dans leur bouquin, là, qui était trop tôt pour le vraiment bien expliquer, sur les Lean Solutions. C'est qu'un client, dans son expérience d'achat et avec la voiture, il va dans un cycle Mm. émotionnel où parfois il est content et puis parfois il lui Ouais. arrive un truc, etc. Et alors, ce qu'on a appris à ce moment-là, c'est que quand le client est fâché avec toi, mais que tu fais exactement ce que tu as fait, c'est que tu lui en veux pas. Tu lui dis pas que c'est de sa faute. Tu dis, je suis désolé, et tu fais vraiment tout ce Qu'est-ce que que tu je peux peux faire pour pour vous l'aider. qui va vous Parfois, il réparer en ça? sort, oui, Ouais. parfois il en sort encore plus marié à la Ouais. marque. Ouais, ouais, une satisfaction Et, supérieure avant. Mm. oui, une satisfaction supérieure avant, oui. Et il s'est peut-être passé quelque chose comme ça dans cette période. Ouais, c'est probable d'ailleurs quand on fait raconter aux gens tous les effets waouh qu'ils ont eu dans leur vie, c'est souvent, ça part assez souvent, je trouve, d'un problème qu'ils ont eu et qui Mmh. finalement a été bien traité par la boîte qui leur avait pourtant millénaire en plot et qui finalement du coup se disent, ben, ils ont pris mon problème à cœur, ils l'ont traité pour Mmh. moi et waouh. Voilà. Et Mmh. du coup, c'est un peu ce genre Mmh. d'effet. Mmh. Alors du coup, enfin, on voit que euh, enfin, ils ont été un peu. Alors, c'est ça, c'est une des conclusions de Jeff Licker. C'est quoi le risque pour des boîtes comme ça qui se retrouvent en position forte avec, ça y est, premier mondial, ils ont détrôné les meilleurs, on est les meilleurs, voilà, on va le rester. Il y a un risque d'aveuglement et de continuer à penser qu'on est les meilleurs et Ah, pour attends, réfléchir à ce qui fait de nous les meilleurs. Il y a une c'est pas espèce un de. risque, c'est pas un risque. Une des analyses qu'a fait Akio Toyoda, c'est que ça leur était arrivé. Oui, c'est ça, ils se sont quand même un peu pris au sérieux, quoi. C'est pas un risque. Akio Toyoda a conclu de cette crise qu'il fallait tout reprendre les basiques parce qu'il a pensé qu'il aurait été arrivé exactement ça. Oui. Et alors, du coup, ce que dit Jeff Licker, c'est que le risque, c'est d'aller sur le modèle du déclin, tel que décrit Jim Collins dans ces géants qui s'effondrent, de type Kodak qui disparaît, etc., où on a d'abord la griserie née du succès, la quête indisciplinée du toujours plus, on veut grossir, on pense que rien maintenant va nous échapper, voilà, on va aller en Amérique, on va aller encore plus loin. Alors, celui-là est très intéressant puisque Toyota, on leur dit toujours, alors vous voulez être les premiers, et ils répondent toujours, ah non, 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 nous on cherche pas ça. Et Ouais, on mais sait jamais si c'est du lard ou du cochon. ouais, c'est ça, parce que Mais eux, c'est pas ils disent, nous, c'est de cultiver notre base, de convaincre plus de clients possible. mais là, en tout cas, ils sont allés, on peut en tout cas, c'est le risque, enfin, le modèle tel qu'il est décrit là, c'est on est le meilleur, on avance du coup sans faire trop attention, on Alors, ne voit plus les risques et les dangers. je t'interromps, mais effectivement, avant, en 2000, il y avait quand même un objectif, part de marché mondial 10% en 2010 ou un truc comme ça. Donc, Donc, il était quand même sûr d'être le meilleur, quoi. Le plus, oui, ils étaient en le plein, plus haut. ils étaient Ouais. quand même dans ça. Oui, oui.
Et donc, la phase cruciale, en fait, qui fait que ça passe ou ça casse, hein, c'est la quatrième étape qui est le salut à tout prix. Donc, le salut à tout prix, c'est je vois que je suis dans la tourmente. Et donc là, j'ai le choix entre soit j'ai tellement peur que je me mets à faire n'importe quoi, à mettre quelqu'un qui ne connaît pas le business à la tête de la boîte, à faire des réorganisations qui ne veulent rien dire, à vouloir acheter d'autres boîtes pour essayer de masquer un peu, enfin, ou de contrebalancer ce que j'ai ce qui ne fonctionne pas chez moi, etc. Ou, et ça, c'est seules les boîtes qui se cassent plutôt la figure, ou à l'inverse, je me recentre sur ce que je sais faire, je me recentre sur mon ADN, je me recentre sur mes fondamentaux. Et là, sans doute, je vais pouvoir réagir et redresser la barre et pas aller à la cinquième étape qui est, voilà, en tout cas, soit la mort au sens de la faillite, soit devenir une entreprise qui n'est en tout cas plus du tout au premier rang. Et donc là, c'est ce que dit Licker et ce que je trouve très intéressant, c'est que toutes les boîtes passent à un moment par au moins les phases 1, 2, 3, 4, en tout cas toutes les boîtes qui réussissent dans leur secteur. Et la question, c'est vraiment cette étape 4, à un moment, voilà, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mmh. Est-ce qu'on Mmh. s'éparpille Mmh. ou est-ce qu'on se recentre, hein? C'est vraiment. Moi, tu sais, je suis très inquiet à l'heure actuelle sur les hôpitaux, hein. Parce Tu que penses qu'ils sont dans je une pense phase 4 qui est en train de les embarquer vers. non, je pense qu'on est dans les phases 4 parce que la santé publique a été malmenée, 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 et on voit la différence avec l'Allemagne. Enfin, on est trop près on a fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, moi, je crains toujours que, enfin, la seule chose qu'on demande à un hôpital, c'est de la réduction d'effectifs. Enfin, je veux dire, et ça fait 10 ans qu'on fait ça. C'est juste complètement dingue. Donc, je suis pas là. Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin dans un hôpital d'avoir de la capacité s'il y a du problème. Enfin, on est en plein dedans. On voit qu'il y a des chaînes logistiques qui ont besoin aussi d'avoir de la capacité, au moins de la flexibilité, etc. Et je suis pas du tout persuadé que la leçon va être prise. Moi, je suis sûr que tous les gens qui, pendant 10 ans, ne sont intéressés que de la réduction d'effectifs, moi, j'en suis très inquiet, vont se remettre à crier à la réduction d'effectifs dès que ça va aller mieux. On a eu un exemple il y a quelques jours, hein. Ça, Ah bon? c'est. Il s'est... euh, Je dis, bah, euh, je crois que c'est le directeur de l'ARS Grand Est qui a dit, enfin, c'est incompréhensible, mais peu importe, en tout cas, qui a dit, on continue sur la réduction d'effectifs, mais lui, il s'est fait limoger. Donc il a le été, message du gouvernement. le gouvernement a réduit l'effectif d'une Voilà. personne. Donc évidemment, Moi, je suis très inquiet. Ce que j'entends de l'ARS, c'est qu'ils sont obsédés par les effectifs. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, un hôpital, quand on fait du lean, c'est évident. Un hôpital marche quand ça tourne. Enfin, c'est comme faire tourner les trains, c'est comme faire tourner les avions. C'est-à-dire que c'est la rotation, c'est la capacité à soigner les patients et donc la capacité à avoir la bonne charge, la bonne capacité en face de la bonne charge. Donc c'est la capacité d'avoir toujours les bonnes personnes à l'endroit qu'il faut. Donc on a des problèmes terribles de flexibilité, surtout qu'on est dans des spécialités à l'hôpital qui sont devenues de plus en plus techniques. oui. Donc on voit bien là dans le Covid, on a dit il y a du monde, mais comment est-ce qu'on flexibilise le personnel? Parce que les services de réa, les intubations, etc., c'est très technique, pas drôle du tout, et en plus en ce moment particulièrement dangereux pour la santé des soignants. Et donc on a un problème de flexibilisation et de reformation permanente. On sait par ailleurs que quand on sature n'importe quelle ressource au-delà de 80%, ça commence à vraiment être ric-rac. Tu sais, c'est les embouteillages sur l'autoroute. Ça roule, ça ralentit, puis à un moment donné, Ça tank. ça s'arrête. Hein. Et, et, et enfin, c'est très intéressant ton slide, mais je crains vraiment. Enfin, on est en phase 4 et on Oui, va c'est ça. voir. Quelle branche on prend, quoi. Et on va voir quelle branche on prend, et c'est l'exemple que tu donnais. Et moi, ce qui me saute aux yeux quand je vois ça, c'est ça. On est là. On est là. Et, et on voit qu'il y a d'autres pays qui prennent d'autres options et qu'on est là. Ça, c'est vraiment le lien, pour le coup, entre, voilà, qu'est-ce qu'on peut retirer aussi de l'apprentissage, enfin, des crises de Toyota et qui nous font réfléchir sur nos modèles à nous. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, j'ai eu l'impression que tu disais que non, que Toyota, par rapport à la crise d'aujourd'hui, on ne sait pas où ils en sont eux, bon, en tout cas pas
pas plus ou pas moins que d'autres boîtes Je, qui sont sans doute un peu les, chômage quelque part. Enfin, je sais pas le bon mot, les mais seules choses qu'on me raconte, c'est le fait qu'ils disent à tout le monde régler les problèmes d'aujourd'hui. hmm. Et que le flux tiré est là, enfin de la partie production, bah, le flux tiré est là, la demande s'arrête et on repart dans. Pour l'instant, moi, de ce que Dans j'en la vois, crise de 2008, du coup, on enfin, en tout cas repart dans dans le. la crise 2008. Je ne sais pas ce qu'ils font au niveau sanitaire. Je ne sais pas Hmm. ce qu'ils font au niveau sanitaire, mais à nouveau, il faut voir que si une entreprise japonaise, c'est une culture qui est C'est des pas du tout pratiques de même nature. hygiéniques qui sont quand même bien plus rigoureuses que les nôtres. Hein. Donc, Hmm. mais par contre, j'en sais vraiment rien. Je ne sais pas. Alexandre nous dit que l'usine de Valenciennes est à l'arrêt. Oui, l'usine est. Il serait Enfin, logique en France, en tout cas. alors, à chaque fois qu'il y a un truc, oui, ils sont comme les autres. La question, c'est toujours pareil, ils s'arrêtent plus tard et ils redémarrent plus tôt. Hmm. Généralement, c'est ce qu'on voit, alors que le juste attend, tout le monde dit ha ha ha, il n'y a pas de stock, etc. En fait, ce qu'on voit, c'est comme ils s'occupent du truc, ils s'arrêtent plus tard et ils démarrent plus tôt. Mais à vrai dire, je sais juste pas là. Bon, donc en tout cas, sur la crise pour nous, enfin nous Français en France, on va voir ce qu'on en sort. Mais il sera intéressant de voir comment Toyota s'en sort par rapport aux autres entreprises du secteur automobile. Voilà, donc, quand on en sortira, je ne sais pas quand, j'espère dans pas trop longtemps. Non, pour moi, la leçon, une des leçons essentielles, c'est toujours les deux choses. C'est le premier, c'est que l'investissement, c'est sur les gens. Ouais. Et alors Le ça, premier, je c'est sais que même plus si j'ai passé le slide, mais on voit bien que quand ils parlent des gens, c'est vraiment leur principal, je sais pas si je vais le dire bien, capital. Enfin, c'est du c'est capital que leur humain, mais au capital sens est là. vraiment réel, Ouais. au sens où c'est leur Parce que, richesse, parce que, parce que c'est leur actif. leur capacité à absorber une crise vient de la capacité de chacun à résoudre des problèmes, et que cette capacité de résoudre des problèmes qui est au cœur du lean, eh ben, c'est pas inné. Ça demande des années d'expérience et de formation, D'investissement, ouais. et donc D'investissement. d'investissement dans la période, et que dit finalement une machine, ça se rachète. Mais par contre, trouver quelqu'un qui est astucieux dans sa résolution de problèmes et qui sait travailler avec les autres, ça se rachète pas facilement. Donc, et là, je pense qu'à nouveau, quand on voit la façon dont on va réagir, nous, à la crise, je ne pense pas qu'on soit là-dedans. Ouais, donc c'est vrai. Et la deuxième, c'est cette obsession de la flexibilisation, c'est ce réflexe, parce que dès qu'il nous arrive quelque chose qui ne nous convient pas, on ne va pas pointer du doigt les autres, on va regarder nos manques de flexibilisation à nous. Et ça, c'est très fort aussi. C'est-à-dire, on ne va pas dire, oui, bon, d'accord, ok, c'est passé ce qui peut passer, c'est pas la faute de machin, mais que la seule façon dont on aurait mieux réagi à la crise, c'est d'être encore plus flexible, alors qu'ils sont déjà les plus flexibles des constructeurs. Et effectivement, c'est difficile d'aller contre ce genre de raisonnement, si ce n'est qu'il faut voir le travail qu'il y a derrière. Et donc, le travail qu'il y a derrière, c'est un travail de Kaizen et de se forcer à être flexible alors qu'il n'y en a pas besoin. Et d'apprentissage permanent et continu, surtout. Et à tous les niveaux. Bon, donc faut-il lire ce livre encore aujourd'hui, en pleine crise? Ah, enfin, Absolument. je sais pas, Moi, j'ai moi je l'ai lu trouvé il y a longtemps. super. Ouais, Hein, de toute façon, ça se lit comme un roman. Enfin, je veux voilà. dire, En plus, c'était plus facile que les autres à lire, enfin, au sens de c'est moins des concepts théoriques ou voilà, c'est alors c'est vraiment un vrai vrai que c'est roman vrai que le livre est qui est génial à lire. un peu vieillot du point de vue du contexte, mais par contre, je trouve que les leçons sont ça Ouais, touche quoi. c'est très humain. Enfin, on voit les gens Oui, derrière. oui. C'est ça On qui voit est oui, vraiment je suis chouette. d'accord avec toi. Et puis il a fait parler par rapport à ses autres bouquins, Ouais, il a fait parler beaucoup de gens et on les voit. Ouais. ouais. Donc, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment été contente de lire. Enfin, voilà, je ne pensais pas être aussi embarquée dans cette histoire, même si j'aime beaucoup cette entreprise. On va s'arrêter là, peut-être, parce qu'il est déjà presque 10 heures. Très Je bien. sais que beaucoup d'entre vous disent que le petit quart d'heure en plus n'est pas gênant et au contraire est appelé. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu laissé dériver. Alors, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? On se retrouve. Donc, on sera le 16, pardon, le 16. On se retrouve, on a déjà annoncé ça avec le Virage Lean de Heartburn. Donc là, un autre genre encore, Ah, toujours en Amérique pour le coup. ouais, mais super bouquin. Voilà. Et nous avons décidé déjà pour le livre du 23, c'est ça, 16 et 7, 23. Et le 23, nous parlerons enfin d'un de tes livres, La Non, stratégie on a revenu. décidé rien du tout, c'est toi qui as Allez, décidé.
Tu veux Bah parler de ouais, Mickaël? mais il n'y a pas que moi, il avait été demandé par plein de voilà, participants, donc je me dis que peut-être pas, pour commencer, c'était bien de faire un petit tour des autres, mais là, on va aussi parler de tes livres à toi. Voilà. Enfin, c'est pas à moi, Non, à toi, toi qui es là, c'est mais avec tes camarades. oui, c'était vraiment un travail d'équipe, mais peut-être que on a fait beaucoup de book club, donc si on fait ça sur un des livres, ce qui serait marrant, c'est de demander aux gens de nous envoyer des questions sur des choses qu'ils voudraient savoir, parce que je peux vous raconter. Alors pour le coup, je peux vous raconter d'où viennent les idées et comment ça s'est fait. La discussion à l'aéroport de Francfort avec Dan qui démarre le livre et Bon, alors, vous avez entendu, pour tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à nous envoyer les questions avant et on refera cet appel ben, la semaine prochaine, une semaine encore avant, comme ça permettra d'enrichir nos discussions. très Très bien. bien. Eh Merci bien, Annie, merci Mickaël, merci à tous et puis ben, une à très très bonne vite pour la soirée. suite. Tant Et qu'on est puis, encore confiné, et on puis lit. oui, et restez en sécurité. J'espère que tout le Ouais, monde va toujours bien. Et je pense que absolument. c'est le On croise les confiné, doigts. on croise les doigts et que ça va enfin passer. On va pouvoir reprendre une vie normale. Bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, Bonsoir. ciao. Ciao, ciao, ciao.